Nouvelle édition de Sika Infomag. Mesdames et messieurs, bonjour. Une émission consacrée à l'analyse de l'actualité en Afrique et dans le monde entier. Nos analyses du jour porteront sur le Burundi qui subit depuis quelques jours la pression de la communauté internationale et la position du président Nkurunziza qui maintient sa candidature pour un troisième mandat et persiste à organiser les élections. Ceci malgré la vague de contestation qui a envahi la capitale Bujumbura et qui s'étend désormais en province. Burundi, Nkurunziza hausse le ton face à la pression de la communauté internationale. Ce sera le premier débat de cette émission. L'actualité dans le monde entier, c'est également le coup de tonnerre dans le monde du football. Très tôt ce matin, ce mercredi matin, 6 hauts responsables de la Fédération internationale de football association, la FIFA, ont été arrêtés en Suisse pour corruption sur demande des autorités américaines. Un coup dur pour Sepp Blatter, candidat à sa propre succession pour un 5e mandat à la tête de la FIFA. Ceci à quelques heures du congrès électif de cette institution. Arrestation des cadres de la FIFA en Suisse pour corruption. Est-ce la suite du duel entre Sepp Blatter et le prince jordanien Ali Ben Hussein? Vous aurez également l'avis et l'analyse de nos invités sur ce sujet au cours de nos discussions. Mais avant le débat, voici le flash d'information. Après l'arrestation cette nuit à Zurich de plusieurs dirigeants de la FIFA dans une enquête pour corruption sur demande des États-Unis, le parquet suisse a ouvert une procédure pénale contre X pour soupçon de blanchiment d'argent dans l'attribution des mondiales 2018 et 2022 et a saisi ce mercredi des documents électroniques au siège de la FIFA. Au Burkina Faso, les restes supposés de Thomas Sankara ont été exhumés ce mardi. L'avocat de la famille a affirmé que l'ex-président doit être enterré comme un héros national. Les restes qui ont été retirés de la poussière sont constitués de quelques ossements de tissu au fond rouge avec des traits noirs, a-t-il précisé. Enfin, à Madagascar, les députés ont voté ce mardi la destitution du président Harry Rajoelina-Nampiam, accusé d'avoir violé la Constitution. La Haute Cour constitutionnelle doit se prononcer sur le bien fondé de la déchéance du président, voté par 121 députés sur les 151 que compte l'Assemblée nationale malgache. Au Burundi, Nkurunziza maintient le cap malgré la pression de la communauté internationale. Il maintient sa candidature et tient à organiser les élections dans son pays. C'est le premier sujet à débattre dans cette émission. Ce sera juste après ce générique. La crise politique au Burundi, une fois encore à la loupe sur Sika Infomag. Pour en débattre, j'ai aujourd'hui sur ce plateau Edouard Loko. Il est journaliste et directeur de la chaîne de télévision Eden TV au Bénin. Edouard Loko, bonjour. Bonjour Joël. J'ai également sur ce plateau Joël Yetonji, journaliste à la rédaction de Sika TV. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour Joël, bonjour au plateau. Alors, ma première question s'adresse à Edouard Loko, communément appelé Edlock par ses amis. Edouard Loko, ma première question, justement, Nkurunziza qui hausse le ton et défie aujourd'hui la communauté internationale, maintient l'organisation des élections dans son pays. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette situation était-elle prévisible après le coup d'État manqué contre lui? Merci beaucoup Joël, merci de l'honneur que vous me faites en m'invitant pour la première fois. C'est qu'activer une télévision que j'ai beaucoup de plaisir à suivre parce qu'elle s'inscrit dans un créneau qui n'existait pas à mon avis. Je crois que c'était prévisible parce que le coup de force ayant échoué, Nkurunziza, évidemment, au moins tout le monde peut prononcer le nom aujourd'hui, c'était pas évident avant. Hein? Donc, parce que l'orthographe était difficile. Oui, c'était très difficile. Nkurunziza ne va quand même pas rebousser chemin, maintenant qu'il semble qu'il ait le soutien tout au moins de l'armée, puisque le coup de force a échoué. On gagnerait peut-être à rappeler ce qui a mené la crise, si vous le voulez bien. C'est son obsession à avoir un troisième mandat, alors que la Constitution l'interdit, mais lui trouve que, étant donné que son premier mandat, il a eu du Parlement, que maintenant qu'après le vote d'une nouvelle Constitution, bref, c'est toujours les arguties juridiques habituelles pour avoir un troisième mandat. Mais le passage en force qu'il veut tenter, il le réussira, mais à quel prix? À quel prix? Vous pensez que le prix sera quoi, à votre avis? Très lourd à payer, parce que figurez-vous que 50% du budget du Burundi vient de l'extérieur. Et l'Union européenne s'apprête, même si ce n'est pas déjà fait, la Belgique s'apprête
alors que c'est les deux plus gros contributeurs du budget du Burundi. S'il persiste et signe, d'abord, rien que pour l'organisation des élections, il va saigner le trésor public, alors que les gens étaient prêts à financer ces opérations. Désormais qu'il n'aura plus ses fonds extérieurs, il prend déjà des dispositions pour rogner sur d'autres budgets. C'est souvent sur les budgets sociaux qu'il va rogner pour organiser des élections, rien que pour se légitimer, alors qu'on sait que moralement, il n'a plus la légitimité qu'il faut. Est-ce que vous pensez qui va réussir son passage? Il arrivera à organiser les élections et à s'imposer pour son 3e mandat? Le problème au Burundi, c'est que Nkurunziza représente un camp. Parce qu'il faut remonter un tout petit peu peut-être dans l'histoire récente de ce pays. Figurez-vous, les contestations qui ont lieu, il a raison de le dire, hein, le Burundi réel, comme on le dit, c'est-à-dire le Burundi profond, n'est pas dans la contestation. C'est la capitale Bujumbura et quelques quartiers de la capitale Bujumbura, Cibitoke et autres. Mais ayons quelque chose en tête. Est-ce que cette crise n'emprunte pas les fractures ethniques du pays? Et c'est là le danger. Nkurunziza est un Hutu. Il se fait que la grande majorité de ceux, en tout cas les quartiers où il y a la contestation, c'est habité par les Hutus. Donc c'est déjà très dangereux. Donc c'est une crise interethnique, c'est en son sein, au sein de son ethnie. Hélas, il est en train de réussir à transformer ça en une crise interethnique, alors qu'au tout début, il y a bien beaucoup de Hutus, même au sein de son propre parti, qui était contre ce 3e mandat. Mais à force de tergiversation, de continuer sur tout le coup qui a manqué, bon, bref, il y a comme un repli, il y a comme une ressurgence du communautarisme qu'il faut craindre dans ce pays. Et avec cette crise, on sait que les Hutus sont majoritaires, et comme cela, lorsque les élections seront organisées, même sans tricherie, les Hutus sont plus nombreux, et puis il a les campagnes avec lui, il gagnera. Mais cela ne lui donnera pas la légitimité qu'il faut. Nous allons parler tout à l'heure de l'après-victoire. Alors, Joël Yetonji Nkurunziza qui maintient le cap et tient à organiser les élections. Est-ce que vous pensez que cette situation était prévisible après le coup d'État manqué contre lui? De toute évidence, parce que tenez-vous tranquille, lorsque votre chien devient enragé, que vous avez la possibilité de l'abattre, vous ne le faites pas, ne soyez pas surpris qu'il vous mord, et mort s'en suivra. Voyez-vous, vous excusez un peu l'euphémisme et retenez simplement l'image. À un moment donné, on avait eu la possibilité d'arrêter Troton Nkurunziza, je continue de le dire, mais on ne l'a pas fait. La diplomatie, ça sert à ça, c'est le tact. C'est vrai, la communauté internationale n'avait pas la possibilité de saluer le coup de force, mais il faut lire à travers les lignes ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, on a vu une population très heureuse. On a vu une communauté en liesse. Et cela veut dire beaucoup de choses. Et cette communauté internationale, je le répète, la diplomatie, c'est l'habileté dans la gestion des choses. Nkurunziza était loin de son territoire. On avait la possibilité très rapidement, ne serait-ce que à chercher à jouer les intermédiaires et éloigner Nkurunziza du pays. On ne l'a pas fait, c'est arrivé. On ne va pas continuer à pleurer ce qui s'est passé. Il faut aller de l'avant. Donc, ne l'ayant pas fait, Nkurunziza, vous avez vu sur le terrain, il avait beaucoup plus tout qui militait en sa faveur. Une armée qui hier avait une position plus ou moins mitigée, c'était la police qui était carrément à sa merci et qui l'accompagnait dans sa folie. Mais aujourd'hui, on a vu une armée qui, il y a un peu plus de fraction, on a vu cette armée dans les rues, cette armée en train de dégainer, cette armée en train de martyriser la population. C'est dit que Nkurunziza, plus que jamais, est très fort dans sa position. Mais malheureusement, une position qu'il exploite très mal, une position qu'il exploite très mal et qui peut se retourner contre lui. Parce que, en procédant comme il l'a fait, Nkurunziza aurait pu adopter un peu de souplesse dans son retour. Oui, mais aujourd'hui, plus que fort, selon vous, c'est d'abandonner le 3e mandat ou bien... Mais oui, parce que tout le problème est là. Le problème, c'est que Nkurunziza estime qu'il doit avoir ce 3e mandat. Parce que le premier ne venait pas du peuple. Voyez-vous, au lendemain de ce putsch, je continue de le dire, que Nkurunziza était dans une position qui lui permettait d'évoluer encore, de garder sa position et peut-être d'arriver à s'en sortir d'une manière un peu plus... Il aurait pu peut-être initier une transition, c'est ça ce que vous voulez dire? Pourquoi pas? C'était encore possible, mais je dis aujourd'hui tout est perdu. Parce que Nkurunziza, au lendemain de cette situation, plus que jamais renforcé dans sa conviction et aussi sa position affermie par cette armée, au lieu d'aller au dialogue, ce qu'il pouvait faire, à mon humble avis, il ne l'a pas fait. Ce qu'il a fait tout de go, c'est d'assimiler ces manifestants aux poutistes. Et la suite a donné ce que vous avez vu. Nkurunziza
avait le terrain qui lui était vraiment balisé pour aller de l'avant dans sa folie. Mais très rapidement, cette population qui se demandait est-ce qu'il faut continuer par manifester ou pas, la manifestation était timide au départ, la radio qui leur permettait de savoir ce qui se passait, les renforçait dans leurs convictions, tout était fermé. Nkurunziza avait encore la possibilité, je continue de le dire, pour négocier honorablement, ce qu'il n'a pas fait. Il a dû sur le ton, s'en est suivi ce que vous avez constaté, Zedi, Férouzi, qu'on a abattu, et les localités où hier on ne constatait pas de manifestation, hier on a compté au moins une centaine de personnes dans les rues de la ville, comment on l'appelle déjà, Kinama, qui jusqu'à présent avait observé de très loin ce qui se passe. Joël Itondi, est-ce que vous pensez justement, selon vous, jusqu'où ira Nkurunziza, voilà. En tout cas, Nkurunziza ne voit plus. Nkurunziza n'entend pas. Nkurunziza ira tout droit dans le mur. Et ça risque de péter, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère. Il n'y a pas d'issue à ce qui se passe. Seul le peuple, lui, a adopté sa position. Nkurunziza a adopté la sienne. Nkurunziza a dit officiellement à travers communiqué et son porte-parole est venu enfoncer le clou. Il y a une ligne rouge à ne pas franchir. La ligne rouge, c'est qu'il faut respecter les institutions. Il ne faut pas saper le moral aux institutions. Donc, et saper le moral aux institutions, c'est ne pas aller contre la décision de la Cour constitutionnelle qui dit que Nkurunziza peut aller faire un troisième mandat. Donc, selon vous, les menaces de la communauté internationale ne servent aujourd'hui à rien. Ne lui servent à rien. Et malheureusement, le pire risque d'arriver. Comme l'a dit Edouard Loko tout à l'heure, on risque d'arriver malheureusement à une ethnisation de la situation et ça risque de péter. Je trouve que Nkurunziza fait asseoir le Burundi sur une poudrière et le pire peut arriver à tout moment. Edouard Loko, vous pensez que Nkurunziza ira jusqu'à quel extrême? Il ira très loin, lui ne le voit pas les extrêmes, comme l'a dit Joël, lorsque les limites sont dépassées. Sont dépassées. Mais là, il n'y a même plus de limites. Mais le problème, peut-être il n'a pas osé le dire, mais c'est l'hypocrisie de la communauté internationale qui aurait dû aider à la réussite de ce coup d'État. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que, moi je ne pense même pas que ce soit forcément toute l'armée qui soit pour Nkurunziza, mais c'est que c'est la bonne armée, l'armée utile, l'armée, c'est-à-dire c'est là où ils ont le matériel. Oui, mais est-ce que la communauté, si jamais la communauté internationale soutenait un coup d'État officiellement, très bien, c'est là que je parle de l'hypocrisie. De faire jurisprudence. Voilà, l'hypocrisie de cette communauté internationale qui est obligée de condamner un coup d'État qui était à tout le moins salvateur. Il faut oser le dire. L'autre problème qui gêne aujourd'hui un peu la communauté nationale dans cette situation du Burundi, vous avez vu après les protestations molles au tout début, maintenant les menaces de retrait de la coopération, de suspension de l'aide, qui au fond, ce n'est pas Nkurunziza qui est gêné, c'est la population. Lorsque l'Union européenne va se retirer, la Belgique va se retirer, ils sont ceux qui vont souffrir, c'est le peuple. Ce qui les gêne, c'est le contexte sous-régional. Vous avez le Rwanda. Paul Kagame, il va se représenter. Oui, mais il a dit qu'il ne veut pas se représenter. Paul Kagame l'a affirmé publiquement qu'il ne se représente plus. On peut faire le pari. Paul Kagame va se représenter. Mais si Nkurunziza arrivait à faire son coup de force. Mais justement, c'est-à-dire que ils sont gênés aux Antilles parce que lorsque Paul Kagame voudra se représenter, vous ne verrez pas autant de protestations. C'est qu'il y a 2 poids, 2 mesures dans cette affaire de refus de 3e mandat. Ils sont plus fermes avec d'autres. Vous savez qu'au Congo, Brazzaville, il y a une velléité, plus qu'une velléité forte pour que Sassou Nguesso se remette le couvert. Vous avez les protestations sont plutôt plus que molles du côté de la France et des autres. Nous avons également la RDC. Nous avons la RDC. Kabila, fils, fait tout pour se maintenir au pouvoir. C'est cette inconstance de la communauté internationale qui est en cause au fond. C'est pour ça que Nkurunziza, il ira jusqu'au bout. Il y aura suspension de la coopération pour peut-être 1 ou 2 ans. Il aura le temps de se refaire une certaine virginité. Et puis il y a un facteur que les gens oublient. Tout sera oublié comme sera oublié. Le Burundi a l'habitude également d'envoyer des troupes sur les théâtres d'opération de l'ONU et de l'Union africaine. Tout ça compte. Il aura le temps de se faire pardonner. Selon vous, la rencontre qui est prévue pour le dimanche prochain, la rencontre des chefs d'État de l'Afrique de l'Est ne servira à rien, puisqu'ils ont prévu justement se retrouver une fois encore pour discuter de la crise au Burundi. Vous voyez déjà ce qu'en pense Nkurunziza et son camp. Ils disent que c'est une activité diplomatique qui viole un peu la souveraineté, qu'il faut respecter leur souveraineté.
Les chefs d'État, s'ils n'ont pas réussi, la dernière fois, ils auraient dû même retenir Nkurunziza là-bas pour que l'armée prenne le pouvoir ici. Bon, ils se réunissent encore, c'est pourquoi? C'est pour montrer qu'ils sont en train de faire des efforts. Vous pensez que la réunion ne servira à rien? Ce à quoi on peut aboutir si Nkurunziza n'était pas aussi extrémiste. Il a déjà gagné la partie, parce qu'actuellement, même s'il décrétait 1 an ou 2 ans de transition, personne ne crierait. Alors que c'était totalement, c'est inimaginable il y a quelques mois. Il est à la fin de son mandat, il doit organiser des élections pour partir. Aujourd'hui, on le supplie même d'organiser une transition, de repousser des élections qui devaient avoir lieu. Il a déjà gagné, mais il veut tout gagner parce qu'il veut garder le pouvoir. Mais ne voyons pas Nkurunziza seul. Comme je le dis, il représente un camp qui est las à la majorité. Joël Yetonji, par un décret signé mardi dernier, Nkurunziza a demandé au ministère de son gouvernement de contribuer à l'organisation de ces élections. Est-ce que vous pensez que les ministères ont suffisamment de ressources pour participer à l'organisation de ces élections? Ce serait juste un montage. Avec justement le départ des coopérants, le départ des soutiens des bailleurs de fonds. Ce que Nkurunziza veut organiser, c'est juste un montage. Faire comprendre qu'il y a une élection qui a été organisée, qu'on se rende compte que, oui, au Burundi, quelque chose s'est passé. Et ensuite, il n'y aura pas d'observateurs internationaux avec les menaces. Nkurunziza n'a que fait d'observateurs internationaux. Il a déjà donné le signal, il avance tout droit et rien ne va le reculer, si ce n'est le peuple. Si le peuple se montre suffisamment fou, déterminé, peut-être ça va faire reculer Nkurunziza, au mépris peut-être, aux dépens de sa vie. Je veux dire, si il se montre très téméraire, sinon Nkurunziza va foncer jusqu'à obtenir ce à quoi il aspire. C'est vrai, aujourd'hui, ce qui se passe en dehors des grandes villes, il n'y a pas de problème. Il y a des localités où, il faut constater, dans une même localité, dans un quartier, il y en a qui s'habillent très bien, qui vont au meeting de Nkurunziza. De l'autre côté, il y a d'autres qui sont dans les rues, qui m'attellent non à un troisième mandat. Et ça se passe comme ça. On se regarde en chien de faïence. Mais là, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Puisque ça gronde. C'est là qu'il faut craindre. Les gens iront aux urnes. Mais en allant aux urnes, est-ce que l'armée parviendra à suffisamment sécuriser le matériel? Est-ce que les gens ne vont pas en profiter pour vandaliser? Le faisant, est-ce que les populations n'arriveront pas finalement aux mains? Est-ce qu'on ne risque pas un affrontement qui fera plonger une fois encore le Burundi dans la guerre civile? C'est là tout le drame, c'est là la grande crainte. Alors, il y a une inquiétude, qu'il y a un comportement justement de l'opposition que personne n'arrive à comprendre. Aujourd'hui, l'opposition a dénoncé et a jugé impossible l'organisation de ces élections. Mais elle ne retire pas sa candidature de l'organisation, même elle ne retire pas sa candidature pour ces élections. Est-ce que c'est normal? C'est un comportement qu'on ne comprend pas. Il faut situer cela dans le contexte. Il faut rappeler que la clôture est intervenue juste après le retour de Nkurunziza. Et quand tout ceci se dessinait, ceux-là, c'est leur lecture. Ces opposants se sont dit qu'avec la pression, Nkurunziza va lâcher du lest. En lâchant du lest, il va certainement positionner quelqu'un, parce qu'on a tout dit, mais le CNDD-FDD représente un grand parti. Il y aura des gens pour aller représenter valablement Nkurunziza. Donc ils ne sont pas convaincus de leur lutte politique. Non, ils sont convaincus de leur... Ils ont fait une mauvaise lecture, ça peut arriver. Mais il faut aussi remarquer qu'il y a longtemps déjà que l'opposition sur le continent, pas qu'au Burundi, je n'aurai de cesse de le dire, l'opposition n'arrive pas à jouer son rôle à fond. Cette opposition est aussi, depuis un bon moment quand même, joue à l'hypocrisie. Cette opposition ne respire que par ses intérêts, ne voit que ses intérêts. En jouant ce jeu de cache-cache, si Nkurunziza se retire, nous on se présente, cette opposition, en un mot, ne voit pas la population. Qui joue aujourd'hui les troupes faites? Qui tient aujourd'hui devant Nkurunziza? Ce n'est pas cette opposition, c'est la société civile. Elle craint plutôt pour sa tête. Remarquez très bien que la population est mobilisée par l'opposition. Ah non, la mobilisation d'aujourd'hui, si cela ne tient qu'à l'opposition, il y a longtemps que Nkurunziza aurait continué et gagné haut la main son combat. C'est cette société civile, cette jeunesse qui descend aujourd'hui dans la rue et l'opposition essaie de tirer le meilleur de ce qui se passe. Donc l'opposition est dans son rôle de tout le temps. Et c'est cette société civile qui joue le grand jeu, qui joue le grand rôle, qui continue de croire qu'on pourra faire plier Nkurunziza. Edouard Loko, alors comment est-ce que vous appréciez le comportement de l'opposition qui juge impossible l'organisation de ces élections générales prévues pour le 5 juin prochain, mais maintient néanmoins ses candidats pour ces différentes élections? Non, j'aurais raison, mais l'opposition en Afrique, c'est quand même très très difficile. Je vais nuancer un peu, je ne vais pas leur jeter la pierre parce que ce n'est pas au Burundi seul. Il y a dans tous nos pays, c'est le Gondwana, comme dirait l'autre, c'est gagné d'avance, c'est une élection surprise, élection. Bref,
qu'ils aillent, qu'il n'y aille pas, comme l'a dit Joël, Nkurunziza s'en fout. Alors que la pratique de la chaise vide n'est pas toujours bonne. Et ils ont espéré qu'avec les pressions que Nkurunziza va se retirer, c'est pour ça qu'ils maintiennent... S'ils se retiraient, on aurait pu quand même rebattre les cartes et leur permettre de déposer une fois à nouveau leur candidature. Non, mais je ne crois pas. Peut-être qu'au dernier moment, si Nkurunziza persistait et signait, peut-être qu'ils vont retirer leur candidature. Mais il y aura toujours des candidats fantoches. Hein. Ne vous leurrez pas. Il y aura des Tutsis bien placés qui seront payés peut-être par le pouvoir même pour se présenter et donner, disons, une certaine crédibilité à ceux qui s'organisent. Au maquillage. C'est quoi je dis que il y a même un aspect que nous avons oublié. Les jeunes du parti de Nkurunziza, c'est des milices armées. Et ce que je crains à la fin, parce qu'il va réussir son passage en force, certes. Mais ce sont ces genres de frustrations, ce sont ces gens qui vont peut-être amener également maintenant les jeunes Tutsis à vouloir eux aussi ne plus se battre à main nue. Oui, mais ils sont les petits comme des lapins tous les matins. Ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires, cela veut pas dire. Ils sont minoritaires au Rwanda et c'est eux qui dirigent. La violence n'a pas besoin d'être majoritaire, c'est une détermination. Il y a assez de jeunes, ces centaines de jeunes qui offrent leur... Vous voyez dans la rue, on est en train de tirer, ils sortent tous les jours. Sachez que c'est des gens déterminés. Quand ils auront des armes, ils seront même plus déterminés que l'armée en face. Parce qu'ils n'ont pas peur. À main nue, on en tue tous les jours, au moins un, mais ils ressortent le lendemain. Oui, il faut que Nkurunziza crée peut-être ça à long terme. Alors, face à cette situation, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque d'un coup d'État réel cette fois-ci? Non, comme je vous l'ai dit, on dit en fond que nous sommes sur scène africaine, c'est-à-dire si une première fois ça t'arrive que tu ne prends pas disposition la deuxième fois, c'est que tu l'auras cherché. Donc vous pensez qu'il ne sera pas mordu par le même serpent deux fois? Et comme je vous l'ai dit, Nkurunziza a l'armée utile. Ce n'est pas le nombre qui fait l'armée, c'est le matériel. Et il était tranquille parce que c'est sa garde prétorienne qui avait le matériel. Ceux qui ont fait les coups d'État, ils n'avaient pas grand-chose, vous avez vu. Ils n'ont pas pu prendre la radio. Ils avaient pris par surprise un peu l'aéroport, après ils en ont été chassés. Donc Nkurunziza va faire encore de telle sorte que ces gens de coups d'État ratés appellent souvent un repli identitaire. S'il y avait quelques Tutsis encore dans son dispositif, vous verrez qu'ils seront écartés ou neutralisés. Et ce seront peut-être les gens, non seulement Hutus, mais les gens de son village, qui seront encore mieux armés. Bref. Oui, mais on dit souvent que ton meilleur ennemi est justement celui qui est juste à côté de toi. Rien ne prouve justement que des gens de son village ne vont pas... Mais le vrai problème, c'est il y a aussi quelque chose, il y a une question qu'on ne se pose pas. Quelle alternative à Nkurunziza? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un autre qui est vraiment une bonne alternative par rapport au peuple? Est-ce que le peuple trouve quelqu'un d'autre pour le moment? Il y a l'opposition qui a ses leaders. Oui, l'opposition qui a ses leaders. L'opposition, vous savez, on a beau dire les lignes politiques là-bas suivent les fractures ethniques et les Tutsis sont minoritaires. Il faut un autre autour. Je sais qu'il y en a, l'ancien président du parti de Nkurunziza même, qui a fait défection. Qui est aujourd'hui dans le maquis. Qui est aujourd'hui dans le maquis. Lui, s'il n'était pas dans le maquis, il constituait quand même pour le peuple Hutu une alternative. Et peut-être dans ce cas, il se trouverait peut-être quelques... Pour épouser l'actualité nationale. Certains ont affirmé que le coup d'État manqué, c'était plutôt une manipulation qui pouvait venir du pouvoir lui-même, juste pour donner une certaine force à Nkurunziza, pour faire du nettoyage autour de lui. Ce n'est pas impossible, ce n'est radicalement pas impossible. Mais bon, vous savez, lorsque c'est couché, il y a beaucoup de théories du complot. C'est défendable, ceux qui disent ça, c'est défendable, parce que ça a permis à Nkurunziza de reprendre en main totalement la situation aujourd'hui. Et de s'imposer aujourd'hui. Et de s'imposer plus que jamais, et peut-être de se débarrasser de le général qui avait voulu faire le coup d'État. Nyombari. Nyombari, il est aujourd'hui en fuite. Bon, peut-être qu'on l'a leurré, et il a cru effectivement qu'il pouvait faire un coup, et il est tombé. C'est possible, c'est possible. Tout est possible. Vous savez, Nkurunziza a montré toute sa détermination à garder le pouvoir. Ce professeur de gymnastique, je crois, c'est ça. Hein. Donc vous pensez qu'il fait de la gymnastique au sommet de l'État burundais. Alors Joël Yentoni, nous allons évoluer. Et quelle solution vous voyez pour une sortie de crise au Burundi? La solution s'appelle Nkurunziza lui-même. Mais malheureusement, l'homme, il n'y a rien qui puisse lui faire entendre raison. Il tient à son mandat, il y arrivera. C'est là tout le drame. Alors,
comme issu, Nkurunziza déterminé, le peuple déterminé, ça risque une fois encore de péter. Je dis, le Burundi est assis sur une poudrière, le mal peut arriver de toutes parts. Ce que Nkurunziza peut faire pour éviter un nouveau bain de sang au Burundi, que ça capote encore une fois, c'est déjà commencer par désarmer ces jeunes-là, les Imbo, les Nakure, comme on les appelle, qui sont armés, sérieusement armés, qui quelquefois descendent dans la rue pour mater les autres. Ils vont supporter ça pendant combien de temps? C'est vrai, il y a lieu de s'inquiéter. S'il y a déjà des jeunes gens qui vont au front, là, à main nue, demain, vous imaginez ce qui peut effectivement se passer lorsqu'ils vont avoir quelques âmes en main. Le pire peut toujours arriver. Et n'oublions pas, aujourd'hui, ceux-là qui sont en fuite, ce sont aussi des Tutsis. On va supporter ça pendant combien de temps? Ce sont des Tutsis qui sont de l'autre côté du Rwanda. Et ce n'est pas exclu. C'est vrai, Paul Kagame, lui, s'entête, il veut y aller, les contextes ne sont pas les mêmes, il y a une politique comme de 2 poids, 2 mesures. Mais aujourd'hui, lui, il a affiché ouvertement sa position, il a dit clairement, il n'entend pas voir Nkurunziza aller à un 3e mandat. Les Tutsis sont là-bas, et qui sont aussi armés, mais nous ne craignons pas aussi qu'il y ait le revers de la médaille, que ceux-là, voyant les leurs martyrisés, saisissent les armes et descendent de l'autre côté. Mais c'est toute l'Afrique de l'Est qui va s'embraser. Donc le risque est permanent. Oui, alors au cas où Nkurunziza réussira son coup de force, quel sera le comportement de la communauté internationale? Tout peut arriver, non, cette communauté internationale, il y a longtemps que moi, personnellement, je n'y crois pas trop. On les garde là, on les observe. Mais un jour, on risque de commencer par jeter la pierre à cette communauté, parce qu'elle n'arrive pas à prendre les bonnes mesures. Bon, on peut expliquer un peu cela pour emprunter l'expression d'Edouard Logo, c'est de l'hypocrisie, mais qui risque de se jouer contre elle-même, cette communauté internationale. Mais la crédibilité de cette communauté internationale ne doit plus être aujourd'hui ce qu'il faut rechercher. Ce qu'il faut rechercher à cette Afrique-là, c'est sa capacité à transcender cette difficulté et à chercher les solutions par elle-même. C'est quand la solution arrive par vous que la communauté est là pour vous accompagner. Nous avons un exemple partant, c'est la Libye. L'Afrique a du mal à trouver la solution par elle-même. Vous voyez, la réunion des chefs d'État, les chefs d'État se réunissent parce qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation où ils n'arrivent pas à interdire. La solution, une fois encore, c'est le peuple. Il faut être suffisamment fou lorsque vous avez en face de vous des chefs d'État fous. Il faut être simplement fou et être prêt à sacrifier encore quelques populations. Malheureusement, je dis quelques, ça paraît banal, mais quand les âmes on commence par tirer dans tous les sens. Quand on commence par tirer dans tous les sens, on commence par lâcher des bombes comme ça se fait. Vous voyez, on ne compte pas milliers les morts. Le cas de la Libye doit pouvoir servir d'exemple et que les populations comprennent qu'il n'y aura pas de... Ce n'est pas comparable, vous avez dit. Mais quand les gens... Aujourd'hui, la Libye est dans le chaos total. Parce que la communauté internationale, justement, l'a voulu. Et c'est ça le problème. Que cette Afrique arrive à comprendre qu'il n'y a pas de salut autre que la décision, son engagement, sa détermination. Donc le salut du Burundi, je dis encore une fois, passera par la population burundaise. Edouard Logo, le salut du Burundi, pour sortir de la crise au Burundi, vous voyez quelle solution? Non, comme l'a dit Joël, il faut compter sur les Burundais, mais ils sont très limités dans leur action. La communauté internationale peut continuer à les appuyer. Ces chefs d'État... Appuyer comment? Comment est-ce que cette communauté peut appuyer? Vous savez, aujourd'hui, officiellement, la communauté ne peut pas armer. La communauté internationale ne peut pas armer du tout. La partie. Il ne s'agit pas d'armer, mais c'est qu'il y a certains de ces chefs d'État qui soutiennent en sous-main Nkurunziza. Si ceux-là, ils décident de voir que, parce que, comme on le dit, nous, on va quand même droit vers une reprise de la crise. Parce que, je vous dis, je le redis, le conflit paraît aujourd'hui constitutionnel, politique, mais il est en train de prendre le chemin d'une nouvelle guerre civile. D'une nouvelle guerre civile. La communauté internationale doit tenir bon. Tenir bon, c'est vrai, mais c'est au détriment encore des Burundais. Mais mettre suffisamment la pression, mais tel que Nkurunziza est parti. Oui, mais quelle autre pression vous voyez? Aujourd'hui, il y a la suspension de l'aide au développement. Non, vous savez, quand il dit ça, ça va mettre du temps. On a dit, la France dit d'abord, je suspends ma coopération sécuritaire. Ce n'est pas déjà encore la même chose. La Belgique dit qu'elle suspend sa coopération par rapport à l'élection. Oui, mais aujourd'hui, Nkurunziza se fout pas mal, justement. Qu'ils y aillent un peu plus vite. Qu'ils y aillent un peu plus vite. En quoi faisant, que le Conseil, en arrêtant déjà maintenant, déjà l'aide financière. Parce qu'il dépense pour 50%
de choses et que oui, le budget le du Conseil Burundi de à sécurité 50% s'y mêle. Vous allez voir. vient de l'extérieur. Si on avait déjà commencé à tirer, le Conseil de sécurité allait déjà se réunir. Vous avez vu, le Conseil de sécurité se réunit. Mais s'il y a un attentat dans un pays, le Conseil de sécurité se réunit même pour condamner. Peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt au Burundi. Mais il faut qu'il y ait d'intérêt. Je ne sais pas, quand il y a la communauté nationale, c'est vrai que c'est tout le monde, c'est vous, c'est moi, mais c'est la communauté nationale qui sont ceux qui ont la décision. C'est le Conseil de sécurité. Les chefs d'État africains sont mieux pour l'instant. Les chefs d'État africains, vous allez, vont se retourner. Je prie pour qu'ils aient la victoire, qui ne serait qu'une victoire de Nkurunziza, de décréter une transition. La transition, s'il y a cette transition d'1 an ou 2 ans, c'est déjà une victoire pour Nkurunziza. 1 an, 2 ans, peut-être dans 1 an, 2 ans. Peut-être certains vont dire que ce n'est pas lui qui va diriger cette transition. Non, Ils vont chercher une personnalité. Non, ils sont tous d'accord que s'il y a transition, c'est Nkurunziza. Rien ne le prouve, Edouard Loko. Joël Yetonji, le mutisme des présidents africains pour finir rapidement cette première partie. Ils en ont l'habitude, ce n'est pas étonnant. Et quand ça marche, voyez-vous, dans ce qui se passe au Burundi, il y en a qui ont intérêt à ce que Nkurunziza s'en sorte, et qu'il s'en sorte très bien à bon compte. Et ceux-là qui ne sont pas contents de ce qui se passe, ils sont minoritaires. Autrement, vous les aurez déjà entendus depuis peu. Mais une fois encore, je dis, c'est à cette population, au peuple burundais de tenir bon et de savoir que son destin, son avenir passe par lui. Donc cette jeunesse-là, il faut la féliciter, l'encourager dans sa détermination. Merci Joël Yetonji, merci Edouard Loko. Madame, monsieur, c'est tout pour le premier sujet débattu dans cette émission. Nous allons à présent marquer une courte pause pour faire un tour de l'actualité. Ce sera à travers ce flash d'informations que je vous propose. Après l'arrestation cette nuit à Zurich de plusieurs dirigeants de la FIFA dans une enquête pour corruption sur demande des États-Unis, le parquet suisse a ouvert une procédure pénale contre X pour soupçon de blanchiment d'argent dans l'attribution des mondiales 2018 et 2022 et a saisi ce mercredi des documents électroniques au siège de la FIFA. Au Burkina Faso, les restes supposés de Thomas Sankara ont été exhumés ce mardi. L'avocat de la famille a affirmé que l'ex-président doit être enterré comme un héros national. Les restes qui ont été retirés de la poussière sont constitués de quelques ossements de tissu au fond rouge avec des traits noirs, a-t-il précisé. Enfin, à Madagascar, les députés ont voté ce mardi la destitution du président Harry Rajoelinaampiam, accusé d'avoir violé la Constitution. La Haute Cour constitutionnelle doit se prononcer sur le bien fondé de la déchéance du président, voté par 121 députés sur les 151 que compte l'Assemblée nationale malgache. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag. Un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique. En 3 quarts d'heure, nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Le problème est à ce niveau, la crédibilité. Blaise disait, moi je suis pressé de passer le pouvoir après mon 2e mandat. Après, à la veille du passage de témoin, il a fait ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui prouve, par exemple, que le président Zida, le premier ministre Zida n'avait pas soutenu le président Blaise Compaoré? Personne n'a contesté que ces faits ont existé. On a tout simplement prouvé que le notaire a craché dans la soupe. Sinon, le mois de mars s'annonce un peu difficile sur le plan de la mobilisation des recettes. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Sika Infomag se poursuit. J'ai toujours sur ce plateau Edouard Loko, journaliste et directeur de la chaîne de télévision Eden TV au Bénin. Il est rejoint par Johannes Towanou de la rédaction de Sika TV. Johannes Towanou, bonjour. Joël Afodi, bonjour. Ce sera pour débattre de l'actualité du football. La FIFA secouée depuis ce mercredi matin par une vague de poursuites et d'arrestations de hauts responsables de cette institution pour corruption. Est-ce la suite du duel entre Sepp Blatter et le prince jordanien Ali Ben Hussein? C'est le deuxième sujet à débattre juste après ce générique. Se poursuit, je le disais tantôt, Johannes Towanou, vous êtes journaliste sportif. La FIFA connaît un cataclysme depuis ce mercredi matin à la veille du congrès électif de cette institution. Est-ce que cette situation était prévisible? Alors non, parce qu'on ne savait pas réellement, mais apparemment les enquêteurs avaient quand même planifié leur stratégie, puisqu'on a vu, au vu de l'évolution de cette actualité-là, on a compris que c'était des tirs groupés. Il y a eu des arrestations aux États-Unis, il y a eu des perquisitions au siège de la CONCACAF situé à Miami. Il y a des interpellations
interpellation en Suisse, à Zurich, dans l'hôtel où logeait ces hauts responsables de la FIFA là. Même au siège de la FIFA également. Bien sûr. Il y a eu des perquisitions. Voilà, donc toutes ces informations-là permettent de savoir quand même que ces spécialistes de l'enquête-là avaient prévu et planifié cela et ils avaient juste profité de ce que tous ces hauts responsables-là étaient ensemble au siège de la FIFA et logés ensemble dans le même hôtel. Pour aller les prendre, ça aurait été beaucoup plus facile que d'aller chercher un président de la fédération vénézuélienne dans son pays et avec les risques justement de protestation du pays. Absolument, alors qu'entre la Suisse et les États-Unis, il y a déjà des accords permettant l'extradition facilement. Et puis l'information vient de tomber. Ces responsables-là qui ont été arrêtés seront tous extradés vers les États-Unis pour être jugés. Alors, Edouard Locaux, c'est une actualité palpitante. Est-ce que vous pensez, selon vous, que c'est un coup monté contre Sepp Blatter à quelques heures du congrès électif et où il est assuré d'être reconduit pour un 5e mandat? Au cas même où ce serait le cas, je ne le plaindrais pas. Hein, parce que pourquoi vous ne vous plaindrez pas? Je fais le parallèle avec les politiques, avec le débat que nous venons de faire. Ce monsieur, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il est là. Il a une certaine boulimie du pouvoir. C'est quand même l'homme le plus... Après le président des États-Unis, c'est quand même l'homme le plus puissant du monde. Hein. Il est plus puissant que le pape. Ah oui. Donc vous pensez qu'il est temps qu'il parte? Il est temps qu'il parte parce qu'il y a des pratiques à la FIFA dans tous les milieux de football, même au niveau local, partout, qui ne sont pas saines. Et le fait qu'on est en train de... Moi, je suis tombé, je ne savais pas que c'était possible. Et si facilement possible. Tout le monde a fini par croire que cette FIFA était au-dessus de tout. Ils font ce qu'ils veulent. Tout le monde sait qu'il y a corruption, il y a blanchiment, il y a tout. On dirait qu'ils étaient au-dessus de tout. Donc, j'étais plus que content ce matin par rapport à cette actualité quand je me suis réveillé. Mais bon, tiens, c'était donc possible. Alors, on parle de corruption et des hauts responsables de la FIFA sont mis aux arrêts. Pendant ce temps, à la présidence justement de cette institution, les responsables disent que Sepp Blatter n'est pas concerné. Est-ce que c'est possible ou bien c'est une manière déguisée de lui laisser le temps de faire le choix de son départ volontaire? Je crois que mon confrère en face qui maîtrise le milieu de football, il a souri, donc moi-même je souris, donc je suis dans le vrai. Sepp Blatter, il est au milieu de tout cela, mais il prend toujours des précautions. Vous ne le prendrez jamais, ce n'est pas ceux-mêmes qui seront inquiétés dans cette affaire. Ils ont ceux qui vont, ils ont les soldats pour aller au front pour eux. On attaque quand même une institution. Ayatou, un soldat de Blatter, par exemple, un de ses lieutenants. Il a une responsabilité quand même, le chef de cette institution. Il y a sa responsabilité qui est engagée. Pour ne rien te cacher, toute ma prière est qu'on remonte à lui et qu'on puisse prouver que c'était le chef de la bande. Johannes Towanou, alors vous pensez que c'est un coup monté contre Sepp Blatter, c'est votre avis? Non, je ne pense pas parce qu'on a vu quand même depuis un certain nombre d'années, les scandales se succèdent et éclaboussent cette institution-là. Pourquoi attendre la veille justement du congrès électif pour déployer un rouleau compresseur contre je le disais tout à l'heure, justement des dirigeants qui le soutiennent? Il faut préciser que tous ceux qui ont été arrêtés ont une affinité particulière avec Sepp Blatter. Il fallait profiter de ce que ce congrès exécutif-là permettait de réunir toutes ces personnes-là dans un pays qui partagent des affinités judiciaires avec les États-Unis pour permettre de les prendre. Parce que ce n'est pas anodin. On parle quand même de Jeffrey Webb qui est vice-président du comité exécutif, représentant des îles Caïmans et président de la CONCACAF, qui est la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Voilà, donc il y a d'autres hauts responsables. Le président de la Fédération vénézuélienne, il y a Jack Warner, qui est le prédécesseur de Webb à la CONCACAF. Donc tous ceux-là, il a d'ailleurs, le président de la FIFA a d'ailleurs eu une réunion mardi, une réunion entre les émissaires de la CONCACAF et lui-même pour négocier de l'élection de vendredi. Alors qu'on devrait quand même permettre une certaine démocratie pour empêcher le président d'avoir accès à des électeurs à la veille. Voilà, il y a ce genre d'éléments-là qui font penser que c'était quand même un peu la cour du roi Péto. Blatter, il fait ce qu'il veut. Donc, il fallait quand même arrêter cela. Et puis, l'occasion fait le larron, il faut taper
Alors, quand on connaît l'affinité entre les Arabes, justement, et les États-Unis, est-ce que vous ne trouvez pas quand même un peu bizarre l'intervention des Américains, qu'on ressuscite justement cette affaire-là, juste au moment où... Le prince Ali de Jordanie, il est très jeune, il est venu à la FIFA il y a à peine 3 ans, il est venu en 2011 précisément, et il n'a pas le temps de tremper dans autant de magouilles. Et il est porteur d'espoir. On a vu... Donc c'est un combat de génération, en fait. C'est une nouvelle génération qui veut aller aux affaires. Parce que c'est Blatter aujourd'hui, c'est 79 ans. Ça fait déjà 17e année. Il va remplir encore pour 4 ans, 5e mandat. Eh bien, à un moment, il faut arrêter. Il ne va pas mourir au pouvoir. C'est pas comme Robert Mugabe ou d'autres présidents qui s'accrochent au pouvoir. Et on voit qu'à la tête de ces fédérations, de ces confédérations-là, c'est la même chose. On a vu Grondana qui est mort à la tête de la Fédération argentine de football. Il y en a qui ont 88 ans qui ont été arrêtés. Ça veut dire que c'est des vieux qui se comprennent bien et qui sont en train de tricher depuis les années 90. On parle quand même de 100 millions de dollars, plus de 100 millions de dollars pour les frais de corruption. On parle de rapt. Et c'est extrêmement lourd. Il était urgent qu'on tape du poing sur la table, et il faut saluer l'intervention d'un ancien membre de la FIFA qui est un Américain qui a démissionné en 2013 et qui a filé des informations avec des écoutes enregistrées et tout, qui a donné à la justice américaine pour enquêter. Alors, Edouard Loko, que tout cela se passe alors qu'on connaît justement l'accointance entre le monde arabe et les Américains par rapport à certains intérêts. Est-ce que vous pensez qu'il y a une mobilisation autour du jeune prince pour prendre la tête de la FIFA? Non, tu as raison de vouloir forcément voir peut-être les Américains des analyses de journalistes. Un coup de main aux Arabes. Vous savez que rien ne se passe au hasard, justement. Si quand on parle de football, c'est beaucoup de passion. Oui, si je m'en tiens au chef d'accusation, il y a au-delà des chefs d'accusation, moi je voudrais que vous fassiez appel à votre intelligence de journaliste. Vous savez de quoi je parle. Je veux amener le journaliste que vous êtes. La justice n'a pas de couleur. Si aujourd'hui elle est américaine, tant mieux. Parce que ce sont les Américains qui ont peut-être la force d'oser cela. Parce que la FIFA, je crois qu'elle est même trop puissante. Elle est plus puissante que la France, la petite France. J'ai vu comment ils ont malmené les Français lors des mondiaux. On dit rapt, fraude fiscale, fraude bancaire. Ce sont des accusations. Et blanchiment d'argent. Mais c'est pas normalement, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec le football. Voilà ce à quoi ils ont transformé. Je la refondis. L'intervention des États-Unis, cela s'explique beaucoup plus par le fait que les négociations ont eu lieu aux États-Unis et les transferts d'argent se sont faits sur le sol américain. Cela donne pleine mesure à la justice américaine, de se saisir de cette affaire. Et c'est ce qui explique le fait que ce soit les États-Unis qui soient au front par rapport à ce dossier. Alors, il y a aussi quelque chose que nous ne comprenons pas. Pourquoi le football draine autant de passion, autant de milliards, autant de gymnastique? Je la refondis, quand moi je regarde un match de football, ça me fait vibrer. C'est la vérité. Puisque le football fait vibrer, il faut qu'il y ait aussi des vibrations autour, des milliards que cela draine, c'est ça? C'est de gros sous. Quoi qu'on dise aujourd'hui, le président de la FIFA est plus influent que beaucoup de chefs d'État, en tout cas la totalité des chefs d'État africains par exemple. Parce que là où Blatter va, tout le monde lui ouvre les portes. Parce que là où il y a FIFA, il y a organisation d'une Coupe du Monde, il y a de gros sous. Il y a l'attribution, il y a les droits TV, il y a les matchs. Donc il y a autant de sous que ces messieurs-là, intouchables au pouvoir depuis 16, 20, 24, 25 pour certains, mais ils se sentent tout puissants et puis ils ont la facilité. Mais on prend un petit sou, 2 sous et puis ça s'ajoute et puis on installe une stratégie, on installe une équipe. Tout le monde a trempé dedans, on s'entretient, on se soutient et puis on continue. Edouard Loko, est-ce que vous pensez que Blatter va faire la surprise à la veille de ce congrès en démissionnant par hasard? Il peut se prendre, vous ne pensez pas? Ce serait tout le mal qu'on puisse lui souhaiter. Mais je pense que le pouvoir, c'est comme un virus, comme a dit quelqu'un. Ils n'en guérissent pas, ceux qui l'ont contracté. Je ne crois pas. Et puis, ce n'est pas évident. Ça aurait été peut-être bien qu'il démissionne, mais il ne se laissera pas
Peut-être il ira jusqu'au bout. Qu'il aura la sagesse à la dernière minute. Il aura même envie d'être là. Vous me reprochez à mes collaborateurs autant de faits, donc je suis suffisamment vieux. Il faut qu'il soit là pour se défendre, parce que s'il s'en va actuellement, je crois qu'il finira peut-être en prison. Oui, mais il soit là pour assurer il peut signer un accord avec tous ceux qui l'accusent. Je sais qu'avec la justice américaine, il y a ce genre de possibilités de gentleman agreement bon, mais on n'en est pas encore là et je ne crois pas qu'il va démissionner. Celui qui est content, c'est quand même le prince Ali Hussein. Non, et le français, Platini. Michel Platini. Et justement, il ne s'entend pas avec Sepp Blatter, Michel Platini. Du tout. Michel Platini qui a d'ailleurs apporté son soutien au prince Ali Ben Hussein mardi et qui vient d'annoncer une conférence de presse de l'UEFA. Alors, pour finir cette partie, Johan Estoano, est-ce que vous voyez une démission possible de Sepp Blatter à quelques heures du Congrès? Je n'y crois pas tôt, sauf si on envoie les gens le chercher aussi. Là, il serait contraint de démissionner. Mais tant qu'on ne l'appréhende pas, je ne vois pas Sepp Blatter démissionner parce que les signaux sont venus depuis des années. Les gens lui ont demandé de partir. Quand déjà, on a vu, l'Europe ne te soutient pas, tu es européen, les Européens ne te soutiennent pas, il y a les signaux, les gens ont traité avec lui. Mais il est soutenu par les Africains, l'Afrique le soutient. Par les Africains, les Sud-Américains. Oui, les Sud-Américains le soutiennent, oui, donc il a la majorité. Il a la majorité, mais aujourd'hui, il est quand même... La majorité des pauvres. Il est quand même face à un gros scandale, je crois que s'il avait quand même encore un peu d'honneur et de dignité, il devrait partir, mais je n'y crois pas. Voilà, merci Johan Estoano, merci Edouard Loco, madame, monsieur, ce sera tout pour la première partie de Sika Infomag, votre émission consacrée à l'analyse des faits marquants de l'actualité dans le monde entier. Merci de nous avoir suivis. Sika Infomag se poursuit. Je vous propose à présent de suivre le point de l'actualité économique qui mettra un terme à votre émission de ce jour. Voici le journal de l'économie.